is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Notre-Dame du CH. Si j'ai choisi ce titre aujourd'hui, c'est bien parce que le CH, l'équipe de hockey du Canadien de Montréal, me semble être bien plus, mais alors bien plus qu'un club de sport. Alors, dans un pays si fortement marqué par la religion, et si vous ne me croyez pas, je vous laisse découvrir l'étymologie des jurons locaux, vous allez voir, ça parle, c'est assez clair. Donc, dans un pays aussi fortement marqué par la religion, cette comparaison me semble avoir du sens. Et d'ailleurs de la foi, il en fallait hier soir. Le CH se présentait pour le 4e match de la finale du championnat, la Coupe Stanley. Et ce, après 3 défaites que je qualifierais de cinglantes et une domination sans partage de la part de Tampa Bay qui, accessoirement, est juste le champion sortant. Alors ce 4e match pouvait aussi être le dernier et rationnellement, c'était franchement probable. Alors oui, de la foi, il en fallait, tant du côté des joueurs que du côté des partisans. Et sur le coup, Notre-Dame du CH nous a donné un petit coup de main avec une victoire sur le fil des prolongations. Vous avez remarqué? Et j'ai dit nous. Ah ouais, c'est bizarre, À peine 1 an ici, et alors même que ma culture hockey ressemble à celle d'un poulpe, je suis déjà à fond. Et c'est ça le CH. C'est bien plus qu'un club de sport. C'est une identité qui épouse celle de la ville et embarque avec elle toute la province. Ici, j'ai presque l'impression qu'on peut vomir le sport, détester le hockey, et pourtant, on va porter le chandail du CH. Parce que on est québécois, bordel. Alors c'est pour toute cette dimension irrationnelle, cette dimension historique, nous le verrons, que j'ai voulu consacrer un épisode entier au CH. Mais pour cela, il me fallait quelqu'un qui soit intarissable sur le sujet. Et vous savez quoi? Je l'ai trouvé. Bon matin, Michael. Bonjour. Comment ça va ce matin après cette belle victoire? Il y a du soulagement au Québec aujourd'hui. Les partisans du Canadien, comme vous l'avez mentionné, s'accrochaient à l'espoir de voir leur équipe rebondir, leur redonner un peu d'espoir parce que les derniers jours avaient été, avaient affligé les plus croyants des chrétiens du CH à Montréal, au Québec. Donc, c'était un plaisir de voir le Canadien revenir un petit peu, s'inscrire dans cette série finale de la Coupe Stanley parce
ça fait près là de près de 20 ans ou une bonne quinzaine d'années, dirais-je, qu'il n'y avait pas eu de balayage en finale de la Coupe Stanley. Alors, on voulait éviter cet affront-là, même si ça fait près de 28 ans qu'on attendait le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Alors, enfin, ça y est, mais il faut un peu d'espoir, faut un peu de suspense à tout ça. 28 ans, c'est vrai que c'est complètement dingue. Et, ce que tu as dit d'entrée pour décrire un petit peu le climat me semble vraiment déjà très symptomatique. C'est-à-dire que effectivement, on était à 3 défaites de suite, et puis des belles défaites. Hein, il n'y avait pas trop photo. Moi qui viens qui vient de la France, hein, tu l'as entendu tout de suite. En général, quand l'équipe de France perd, d'ailleurs, à l'Euro de football, on a perdu, ça n'a pas raté tout de suite. La colère, Mbappé dehors, virez-moi Deschamps. Enfin voilà, il y avait de la colère. Voilà. Et ici, après 3 défaites, il n'y avait pas de colère. Hein. Il y avait pas de colère. Il y avait de la tristesse. On était triste, mais j'ai entendu personne demander la tête de l'entraîneur, le renvoi des joueurs. Non, il y avait toujours ce sentiment de fierté hyper fort. Et il y avait juste de la tristesse en disant merde, on mérite pas ça. Ouais, c'est lié au fait, je pense que l'équipe a connu des 2 décennies très difficiles. Il n'y a pas eu de grande victoire avec le Canadien. Alors les gens, c'était peut-être dans une certaine, je dirais pas aphasie, mais d'une certaine lassitude par rapport au club de hockey montréalais qui était pas capable de retrouver les sommets. C'est l'équipe la plus titrée du hockey et on avait perdu ça au Québec depuis une bonne vingtaine d'années. Je le mentionnais, 28 ans pour ce qui est de la finale. Donc, de retrouver le Canadien dans les 2 meilleures équipes des séries de la Coupe Stanley, aux yeux de certains, c'était déjà mission accomplie. C'était déjà de dire, hey, c'est un cadeau en ce moment qu'on vit après la dernière année pandémique assez éprouvante, merci. Donc, c'était comme une espèce de la cerise sur le sundae, comme on dit, oui, c'est ça, oui. l'expression. Puis, les gens, même si le début de la finale était coup-ci, coup-ça, les gens pardonnaient un peu les performances de l'équipe. Dû au fait, je pense que ça fait tellement longtemps qu'on attendait ça. Oui, puis c'était inattendu aussi. Si tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais on se qualifie un petit peu par le petit bout de la lorgnette, comme on dit en France. Oui. Franchement, la porte d'en arrière, comme diraient certains, mais je dirais que le Canadien avait peut-être sous-performé dans la saison. C'était une équipe qui avait réalisé quelques transactions, et était allé chercher quelques joueurs clés, avait dépensé aussi financièrement une partie de sa masse salariale pour s'améliorer, mais les résultats ne venaient pas. Et là, sont arrivés les séries éliminatoires, puis là, ça a été le début de la belle histoire pour ce qui est du Canadien. Ouais, la belle histoire avec une première série. Alors, ça va nous amener tout de suite à la finale, et puis après on parlera du reste, mais une première série qui s'embarque pas si bien que ça, hein, parce qu'on est quand même 3-1 face, alors je prends mes notes parce que je me souviens pas de tout. C'était les Maple Leafs de Toronto, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. 3-1, les Maple Leafs qui eux avaient outrageusement dominé toute la phase préliminaire. Donc normalement, on n'est pas loin de se faire sortir. Et alors là, petit miracle, on passe de 3-1 à un superbe 4-3. Emballé, c'est pesé, et hop, et là ça a lancé la dynamique. Et à ce moment-là, moi j'ai vraiment senti effectivement une ferveur dans la ville où, en plus, ça correspondait au moment où on a réouvert un petit peu les terrasses, les bars, les restaurants. C'est ça. Donc, c'était un peu à la... Mais tout ça était prévu, non? Mais sincèrement, tu sais, battre Toronto dans les mœurs du Québec, dans l'histoire du Québec, tu sais, Montréal-Toronto, c'était une grande rivalité. D'abord politique pour la capitale du Canada. Après ça, ça a été économique, bien entendu, avec l'émergence de Toronto, le centre financier de Montréal qui quitte vers Toronto. Mais le plan sportif aussi, on a eu une belle lutte dans les dernières années avec le foot ici à Montréal, avec le club de foot Montréal et le CF, le club de Toronto. Puis après ça, ça a été cette série-là entre les Maple Leafs et le Canadien de Montréal. Puis les gens à Montréal à 3-1 n'espéraient plus voir le Canadien battre Toronto, même que à ce moment-là, ici en ville, le sujet de discussion, c'était qui remplacera l'entraîneur-chef, qui remplacera le directeur général. Est-ce qu'on ramène Patrick Roy, qui est comme l'icône du hockey au Québec, avec 2 Coupes Stanley, avec les Canadiens de Montréal? On se posait la question ici, là. Est-ce qu'on doit donner les rênes de cette équipe du Canadien à Patrick Roy?
Et Jean-Michel, ça n'arrivera pas, ça, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce qu'il y a eu le revirement de situation. Oui, là, on est plutôt en phase de faire une statue à Ducharme et à Marc Bergevin, qui est le grand architecte de l'équipe. Exactement. C'est sûr. Donc, 3-1 au premier tour, finalement, on se qualifie. Et bizarrement, on est en finale et on perd 3-1. On joue de l'arrière, comme on dit, c'est ça? Ouais, on revient de l'arrière. Puis là, c'est ça. On essaie de revenir de l'arrière, puis on essaie de jouer du hockey de rattrapage. C'est un peu comme ça qu'on dit. Sincèrement, Jean-Michel, je me disais que le Canadien était comme arrivé au bout de ses ressources. Après 3 parties, il y avait eu le deuxième match qui avait été quand même plus serré, mais ça n'avait pas donné ses résultats. Mais là, hier soir, il y a eu vraiment une grande et belle performance. Puis on aura l'occasion de faire des parallèles avec l'histoire, mais tu sais, c'est comme si que depuis quelques semaines, l'histoire se répète sur plein d'aspects. Oui, c'est vrai. À chaque fois, ils en parlent. Du début de l'autre siècle. Alors, c'est agréable de voir ça. Le côté très amoureux de l'histoire, de ma perspective à moi, se plaît à faire des comparatifs entre ce qu'on voit maintenant et ce qu'on a vu avec le club de hockey canadien dans les débuts du 20e siècle. Ouais. Bon, vous qui nous écoutez, vous avez compris, Michael, alors j'ai pas présenté ton nom de famille quand même, Michael Lalancette, qui est journaliste et du coup, vous avez compris, très fin connaisseur du hockey et de l'histoire du CH. Il est absolument intarissable. Tu connais tellement bien l'histoire du CH que c'est probablement un nom qui va revenir tout à l'heure dans la discussion, mais tu as écrit un super bouquin sur l'une des figures du club et du hockey en général, qui est Georges Vézina. Et je crois que le trophée du meilleur gardien tous les ans porte encore son nom. Oui, c'est ça. Près de 100 ans après sa mort, le trophée qui récompense le meilleur gardien de la Ligue nationale. Maintenant, ça a varié au fil du temps. Et parfois, c'était celui qui accordait le moins de buts, la meilleure moyenne. Là, maintenant, c'est le gardien qui est récompensé par les directeurs généraux. Alors, c'est le vote populaire des hommes de hockey de la Ligue nationale qui porte donc à la remise de ce trophée-là. C'est spécial parce que c'est quand même un joueur qui est décédé il y a près de 100 ans. Puis la Ligue nationale a eu 1001 occasions de changer le nom de ce trophée-là. Et ils ne l'ont jamais fait. Alors, il y avait des raisons pour ça et j'ai voulu y voir plus clair en écrivant le livre. Alors, on va parler maintenant un petit peu de hockey. Parce qu'on a parlé de l'actu, mais il y a probablement plein de gens qui nous écoutent. Alors, ceux dont je parle sont forcément de l'autre côté de l'Atlantique parce que ne pas connaître le hockey quand on est de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est juste pas possible. Faut vivre dans une grotte. Donc pour mes amis qui soient de France, de Suisse, d'Algérie ou du Maroc, parce que vous êtes pas mal à nous écouter aussi là-bas, qu'est-ce que le hockey? C'est quoi ça donc le hockey? À quoi ça se joue? Alors globalement tout le monde le sait, ça joue sur de la glace. Oui. Mais est-ce que tu peux me présenter vite fait à peu près le jeu? Oui, alors c'est donc l'équipement de base, une paire de patins pour pouvoir patiner sur cette surface glacée, un bâton, une rondelle, 2 buts à 2 extrémités, donc à près de 200 pieds l'un de l'autre. Et ensuite de ça, deux équipes, donc 2 groupes d'une vingtaine de joueurs. C'était pas comme ça au début. Ce sport-là a beaucoup évolué au fil du temps. On aura peut-être l'occasion d'en glisser mot. Mais c'est un peu ce qu'on fait. 3 périodes de 20 minutes avec une quinzaine de minutes de repos entre chaque période. Advenant l'égalité, alors en saison régulière, on s'en va dans une prolongation. Et après ça, une séance de tir de barrage, un peu comme au foot. Sauf qu'en éliminatoire, il n'y a plus de tir de barrage, il n'y a que de la prolongation jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, s'il faut prendre 5 périodes de 20 minutes supplémentaires, eh bien, on en joue 5, etc., etc. Donc, c'est à peu près ça. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est le meilleur circuit en Amérique du Nord, qui réunit les 31 meilleures formations du continent. Là-dedans, évidemment, il y a beaucoup de joueurs canadiens. Ça a été les racines, les assises de ce sport-là. Ensuite de ça, ils se sont joints à eux beaucoup d'Américains. Alors maintenant, il y en a de très bons même. Et il y a eu un courant international à partir des années 60, je dirais, 70. Donc, beaucoup de joueurs européens qui se sont joints au circuit. Alors maintenant, le circuit, il est presque mondial. C'est presque l'ONU, la Ligue nationale de hockey. Sauf que
Ça demeure un circuit qui est toujours enraciné en Amérique du Nord. Est-ce qu'un jour il y aura expansion en Europe? Il y a des gens qui rêvent de ça ici, mais on verra. Oui, c'est parce que la LNH c'est exactement comme la NBA, comme la NFL, c'est-à-dire que ce sont des ligues nord-américaines pour l'instant, qui sont des ligues fermées. Donc fermé, ça veut dire qu'on peut terminer dernier du championnat, on n'est pas rétrogradé pour autant, on repartira l'année suivante, hein, tant qu'on continue à faire le chèque. Donc forcément, on y retrouve l'élite. Voilà, c'est vraiment, on sent que pour tout joueur, dès qu'il peut mettre le badge LNH, là, indépendamment de son niveau et de ce qu'il va y faire, c'est déjà une reconnaissance absolument folle. C'est et effectivement, on a aussi ce phénomène de championnat. D'ailleurs, championnat, c'est aussi par conférence, comme pour la NBA. En fait, donc il y a quelques divisions, quelques conférences. Puis dans la façon traditionnelle de bâtir le championnat de la Coupe Stanley, dans les débuts du hockey, c'était l'Est contre l'Ouest. Il y avait deux clivages vraiment très démarqués entre les deux réalités. Le hockey était différent dans les deux parties. Puis en finale, donc on rencontrait la meilleure équipe de l'Est contre la meilleure équipe de l'Ouest. Cette dynamique-là est un peu demeurée, dans le sens où est-ce qu'il y a deux champions d'association de l'Ouest et de l'Est qui s'affrontent en finale de la Coupe Stanley. Sauf que là, il y a eu peut-être une petite cassure cette année parce que le Canadien s'est retrouvé en demi-finale, donc du championnat de l'association de l'Ouest contre Vegas, ce qui fait en sorte que là, maintenant, on a deux équipes de l'Est du continent en finale de la Coupe Stanley. Mais ça, c'est lié à la pandémie. C'est lié au format des séries éliminatoires qui a été modifié en raison des... oui, ça va peut-être pas perdurer. On va peut-être revenir au contexte initial. Oui. Exact. Donc, le Canadien a officiellement remporté le premier championnat de l'association de l'Ouest cette année. Oui, ce qui défie à peu près toutes les lois de la géographie. Hein. C'est ça, exactement. Ce qui n'a aucun sens. Mais au moins, ça fait un trophée en plus. Alors, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait comment on appelle ça, une superstition, voilà, parce que j'ai vu la photo quand ils ont gagné le trophée. Il faut surtout ne pas toucher le trophée. Non, il faut pas toucher le trophée parce que ça porte malheur. C'est la malchance, c'est le mauvais sort qui te suit par la suite si tu touches à ce trophée-là. Alors, le Canadien fait bien attention de ne pas toucher à ce trophée-là. On verra si ça sera porte-chance dans les prochains jours. J'espère. Moi, mon pronostic, c'est que si on gagne le prochain match, on revient à 3-2 et après c'est plié. On plie tout ça 4-3. Les autres, ils auront la tête qui tourne dans tous les sens. Ils seront plus concentrés. Cette émission sera diffusée aujourd'hui. Vous voulez vous faire aimer au Québec, si Jean-Michel, c'est ça? Bah oui, c'est le but. Si je pouvais devenir populaire, ça serait plutôt sympatoche. Non, mais prenez les bonnes formules, vous prenez les bonnes prédictions. Mais j'y crois, hein. J'y crois vraiment. Je pense vraiment que le prochain match, il est absolument clé. En me renseignant un petit peu en préparant l'émission, j'ai vu que le hockey avait été le tout premier match de hockey dans une formule un peu différente, avait été joué à Montréal. Donc, quand on parle d'ancrage, alors on va parler du CH tout de suite, mais quand on parle d'ancrage de ce sport ici, du côté un petit peu rationnel, c'est aussi lié à ça. Voilà, le premier match de hockey, il s'est passé ici, en 1875, je crois. Oui, c'est ça, à la fin de l'autre siècle. Puis ce qui est particulier, c'est que au Canada ou en Amérique du Nord, on s'est un petit peu chicané autour du premier match pour désigner un lieu de premier match organisé. Officiellement, les historiens se sont ralliés derrière cette théorie que le premier match organisé, planifié, a bel et bien été à Montréal. Mais lorsqu'on creuse, lorsqu'on s'intéresse un peu à ce dossier-là, on se rend compte que premièrement, l'organisateur, c'était un homme d'Halifax. Et là-bas, il y avait quand même de la compétition. Mais tu sais, pour dire un premier match organisé, c'est comme ça qu'on a défini la notion de premier match, parce que sans quoi les débuts du sport étaient un petit peu flous. Ça a évolué. Est-ce que c'était un dérivé de plusieurs autres sports? Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais officiellement, les historiens s'entendent pour dire que c'est effectivement à Montréal qu'a eu lieu le premier match organisé de l'histoire. Donc c'est à Montréal que ça commence, c'est à Montréal que ça prend vie, mais
très vite, et là, à ce moment-là, le CH n'existe pas encore. Non. Ce qui va amener la dimension du CH, en fait, c'est presque une volonté politique. Politique et économique, je dirais. Ça s'est fait sur deux aspects. Premièrement, politique parce que la place des francophones dans le hockey professionnel, elle est à peu près inexistante, elle est nulle. C'est un sport bourgeois, un sport de l'élite. Et les Canadiens français n'ont pas de pouvoir économique à ce moment-là. Le Québec du début du siècle, donc du début des années 1900, c'est un Québec qui a une classe dominante anglophone du point de vue économique. Ils ont le contrôle, ils ont les institutions, ils ont leur place. Et les bourgeois, donc ceux qui jouent au hockey, il y en a très peu parmi les francophones. Il y a Henri Ménard, qui est peut-être la figure la plus connue de cette époque-là, qui est un étudiant en médecine, qui va devenir le premier joueur francophone à gagner la Coupe Stanley avec les Wanderers de Montréal, une équipe anglophone. Mais lorsqu'on regarde les noms là, de cette époque-là, ce ne sont que des anglophones. Henri Ménard, c'est vraiment une exception. Et par la suite, il y a une volonté, il y a une émergence. Premièrement, le Québec change à ce moment-là. Il y a un certain bouillonnement. Le hockey devient de plus en plus populaire. Et forcément, avec ce courant-là, il fait en sorte que le hockey se démocratise un peu. Mais les francophones n'ont pas d'opportunité, n'ont pas de place dans ce hockey-là. Et donc, l'idée, les francophones veulent jouer. Ils sont passionnés, ils aiment ça, mais ils n'ont pas d'opportunité. Et aussi ironique que ça puisse paraître, c'est un anglophone qui va décider de créer une équipe pour les francophones. Bon. Mais lui a une idée très économique derrière ça. Il veut exploiter le potentiel économique derrière une rivalité entre anglophones et francophones à Montréal. Alors, on se dit, si on crée deux équipes qui vont s'affronter une et l'autre, on va remplir partout parce que les gens vont venir voir des guerres de tranchées entre anglophones et francophones au Québec. Et c'est comme ça qu'est né le Club athlétique canadien. Alors, c'est Monsieur Ambrose O'Brien qui crée le Club athlétique canadien en 1909. Et à ce moment-là, on va épargner aux auditeurs tous les multiples changements, parce que là, il y a les ligues qui disparaissent, qui fusionnent. Il y a énormément de changements dans le hockey. Et on se retrouve avec deux ligues qui vont évoluer en parallèle pendant presque 3 semaines. L'Association canadienne de hockey et l'Association nationale de hockey. Et là, on se met en surenchère de part et d'autre, à essayer d'attirer les meilleurs joueurs. Et là, les francophones entrent sur le plancher de danse, disons ça comme ça, du hockey professionnel, et ne laisseront plus ce terrain-là par la suite. C'est comme ça que, un peu, si j'avais à résumer la création du Club canadien, c'est en raison, oui, bien entendu, politique, offrir la chance aux meilleurs joueurs francophones de jouer au hockey, mais il y avait des anglophones qui étaient derrière ça en se disant, il y a un potentiel économique à exploiter. C'est très marrant, la rivalité. Parce que là, c'est vrai, le fait que c'était créé par un anglophone, moi, l'information, enfin, la vision que j'en avais, c'était que il y avait dans ce côté politique, oui, il y avait des francophones qui voulaient, évidemment, qui voulaient jouer, qui avaient besoin d'un terrain, d'une équipe pour s'exprimer, mais au-delà de ça, il y avait aussi un contexte où il y avait clairement une guerre froide, j'allais dire, entre la partie anglophone du Canada, au moins au Québec, et la partie francophone qui était quand même en lutte. On le ressent encore un peu aujourd'hui, mais bien moins. Ça va durer des décennies, ça. Voilà, il y a vraiment cette lutte et tout, et on va dire, voilà, on va se servir de ce club-là aussi pour être un élément de notre armée, j'allais dire, un soldat clé pour nous défendre, pour faire briller nos couleurs, pour faire briller notre langue sur d'autres terrains que les estrades politiques, quoi. Oui, et ça va occuper l'histoire du Canadien tout au long de son histoire. Même maintenant encore, on revit, nous, les débats ici, à savoir la place des joueurs québécois, les joueurs francophones chez le Club de hockey canadien. Mais c'était ça dès la première année. Parce que lorsque on lance le Club athlétique canadien, la mission, c'est d'avoir une équipe exclusivement formée de joueurs francophones, des Canadiens français, comme on les appelle à cette époque-là. La notion était un petit peu élastique, Jean-Michel, je dois admettre, parce que des fois, le joueur n'avait que de français le nom de famille. Je pense, par exemple, à Newsy Lalonde. Newsy Lalonde était un anglophone, un anglophone de l'Ontario, mais Lalonde, ça sonne pas mal français. Ça sonne bien. Alors, il baragouinait un peu le français. Il a joint
les rangs de l'équipe. Alors, dès les premiers mois, dès les premières semaines, il y a eu des critiques dans les journaux parce qu'à ce moment-là, ça se fait beaucoup par les journaux. Les gens prennent la parole en disant le club de hockey canadien doit remplir sa mission. Ce sont des francophones qu'on doit avoir dans l'équipe. Alors, quand on se met à essayer d'attirer un très bon joueur anglophone ici et là, ben là, les gens réagissent parce qu'ils disent non, on dévie de la mission. La mission, c'est de donner la place aux francophones, d'être un modèle de la survivance du français en Amérique. Et ça ne lâchera pas le Canadien par la suite. Ça va être ça dans les années 40, lorsqu'il y a eu une décennie d'insuccès, aucune Coupe Stanley à la fin des années 30, début 40. Là, les gens commencent à être fâchés et arrive un certain Maurice Richard qui devient comme l'icône, qui devient comme l'espèce de joueur fougueux, battant, qui se dresse contre la Ligue nationale et l'élite anglophone. Et il devient comme une espèce presque de symbole du Québec francophone de ces années-là, qui est en train de prendre sa place. C'est la Révolution tranquille. Il y a l'émeute dans les rues de Montréal lorsque Clarence Campbell suspend Maurice Richard en fin de saison, ce qui l'empêche de terminer au premier rang des pointeurs de la Ligue nationale, de jouer dans les séries éliminatoires. Alors, il y a tout ce contexte-là, puis même 100 ans plus tard, on se bat, je dirais ça comme ça, où on débat plutôt sur les réseaux sociaux, sur les tribunes, à l'effet que le Canadien ne donne pas assez de place aux joueurs francophones, même si, dans un certain sens, c'est vrai que le hockey, oui, c'est ça, puis le hockey a beaucoup changé, là, tu sais, le hockey est international, comme j'en ai parlé tantôt. Alors, la réalité a beaucoup changé, mais l'essence même, les raisons, les racines de cette équipe sont donc le désir d'offrir aux joueurs d'ici une place dans le hockey professionnel. Et c'est vraiment important d'arriver à remettre ça dans le contexte historique de l'époque, parce que pour parler un petit peu des verbatims, de l'étymologie, de tout ce qui entoure le CH, moi qui viens de France, donc avec une culture hockey de poulpe et une culture un peu meilleure globalement, mais pas exceptionnelle, quand j'arrive, première surprise, le club de Montréal, le club du Québec, dont je savais qu'il y avait quand même une tendance indépendantiste, enfin voilà, il y avait des clivages forts entre le Québec et le Canada. Le club de Montréal, le club de la province de Québec s'appelle les Canadiens. Enfin, le Canadien. Donc, oui. Voilà, si on n'arrive pas à le remettre ça dans le contexte historique sur les Canadiens francophones, tu l'as cité plusieurs fois de manière pour toi très naturelle dans ton discours. Mais forcément pour moi, c'est plus étonnant. Il y avait vraiment ce clivage-là. Ouais. Ouais, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la notion de Canadien, dans l'histoire du Canada, les gens qui s'appelaient les Canadiens désignaient, il y a plusieurs décennies, là, presque il y a plusieurs siècles, les Canadiens français. C'est après qu'on a dû faire la notion entre Canadiens français et Canadiens, mais les Canadiens, c'était les gens issus de la France, donc les gens qui habitaient qui habitaient le Canada et qui étaient des francophones. Puis après ça, la notion de Canada, des Canadiens est devenue dans son sens un peu plus large, les gens qui habitent le Canada. Mais à la base, les Canadiens, c'était les gens qui étaient donc les immigrants français, puis qui s'étaient établis en Amérique du Nord pour fonder une colonie. L'un des surnoms justement pour continuer sur cette lignée du rapport avec la France, qui forcément m'interpelle un petit poil, l'un des surnoms du CH, c'est les tricolores. Bleu, blanc, rouge qu'on retrouve sur les chandails et tout. Et je me demandais si c'était vraiment en rapport direct avec la France ou pas. Pourquoi je me pose la question ? Parce que de mon œil francophone assez nombriliste, centré sur moi-même, ça me semble absolument évident. Et après, quand je regarde des drapeaux tricolores dans le monde, il y en a quand même pléthore, et des drapeaux tricolores avec du bleu, blanc, rouge, il y en a un peu partout, à commencer par le voisin américain qui arbore quand même exactement les mêmes couleurs. Donc, c'est en rapport là aussi avec la France ou pas du tout ? Mais je pense que il y a assurément un lien, mais je vais briser votre cœur, Jean-Michel, en vous disant qu'un des premiers uniformes de l'histoire du Canadien était vert. Alors, rien à voir avec la choucroute. Non, c'est ça. Alors, je pense que il y avait assurément le bleu a toujours été une couleur très très identitaire au Québec, ça c'est certain. Le rouge aussi, à certains moments de l'histoire, le rouge s'est imposé. Mais c'est sûr que le Canadien, lorsqu'on parle du Canadien,
oui bleu, oui blanc, mais c'est surtout le rouge qui est à l'honneur. Puis le rouge a vite fait partie de la stratégie. J'appellerais même pas ça marketing parce qu'à cette époque-là, le marketing, c'était la victoire, c'était la fierté. Mais le rouge s'est vite imposé à Montréal comme la couleur du hockey. Puis c'est ça. Donc oui, c'est ça, parce que aujourd'hui, quand on voit les drapeaux là, ils sont nombreux en ville et tout. On a beau dire le tricolore, enfin c'est si on prend plutôt le rouge. Ouais, si on prend un drapeau, c'est à peu près 97% de rouge et puis un filet blanc, un filet bleu, histoire de dire quoi. Mais c'est ça. Voilà. Je pense que si je me pointe avec juste un drapeau rouge, tout le monde a compris pour qui j'étais. Pas la peine d'en rajouter. Dans les autres verbatims, le slogan d'encouragement que scande la foule, je veux dire, les partisans, et d'ailleurs le mot même des partisans qui est utilisé aussi pour d'autres sports ici, mais je trouve assez intéressant. Partisan, prendre parti, voilà, ça reste très politique, ça aussi. Mais bon, le mot d'encouragement qu'on retrouve partout, c'est Go Habs Go. Ouais. Pourquoi ça donc? Donc, pourquoi? Donc, ça vient de Habs, de la déclinaison anglophone habitant, pour du mot français, habitant. Comme je le mentionnais tantôt, ça c'est arrivé à peu près autour de 1915 à peu près, que dans les journaux français, dans les journaux québécois en francophone, on voit les habitants, nos habitants. Et je pense que c'est une allusion au fait que les Québécois d'expression française, les Canadiens d'expression française, parce qu'à ce moment-là, on ne les appelle pas les Québécois. La notion de Québécois, ça vient beaucoup, beaucoup plus tard dans l'histoire du Québec. À ce moment-là, jusqu'aux années 30, 40, 50, on se désigne comme des Canadiens français. On exprime notre fierté de parler français en Amérique, au Canada, en se targuant de Canadiens français. Pas de Québécois. Québécois, ça va venir plus tard. Et donc, c'est comme ça devient un surnom, les habitants. Puis je pense que c'est peut-être un clin d'œil aux habitudes agricoles Oui, qui étaient importantes dans la région. Importantes, qui sont profondément ancrées dans le peuple québécois, dans la colonisation ici. Puis, c'est ça. Les anglophones se sont appropriés ça ensuite de ça pour. C'est devenu un Habs anglophone plutôt que le habitant francophone. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Là. Oui, effectivement, il y en a deux, trois, en tout cas bien plus qu'on le croit. On le voit bien. Il y a l'imbrication du club du CH avec la société canadienne, française et québécoise. Ensuite, elle est super importante. Or, cette province a quand même été traversée par des conflits politiques assez forts, assez majeurs, marqués par 2 référendums. Comment le club a pu déjà, est-ce qu'il s'est positionné à ce moment-là? Est-ce que c'est devenu un enjeu là aussi politique sur ces climats-là, ou plutôt il y a une prise de distance? C'est assez récent, je crois. Les référendums, c'est 95, c'est ça? 80-95, mais tout au long de son histoire, l'équipe a quand même été impliquée dans toutes sortes de dynamiques un peu politiques. Il y a la crise de la conscription au début de l'autre siècle, où est-ce que là, la police débarque pour faire des contrôles sur les gens qui doivent s'enrôler dans la guerre. Alors là, l'équipe, ça met l'équipe parfois dans de drôles de situations. Je le mentionnais dès le début, tu sais, la création du club de hockey canadien avec un propriétaire anglophone, mais avec des joueurs francophones, ça crée une certaine dynamique. Et ça va évoluer au fil du temps. Dans les années 20, après ça, c'est Léo Dandurand, qui est un francophone, va venir acheter l'équipe après George Kennedy. Et donc, c'est un francophone. Alors là, il y a une période d'à peu près 20-25 ans où est-ce que le Canadien est propriété de francophones. Ce qui n'a pas été souvent le cas dans son histoire. Règle générale, l'équipe a été possédée par de grandes familles, notamment Molson, c'est le cas la famille Bronfman. Alors, ça a été beaucoup des familles canadiennes, québécoises, anglophones, qui ont été propriétaires de l'équipe. Ce qui a fait en sorte que, à certains moments de son histoire, il y avait peut-être une déconnexion entre ce qui se passait en termes d'enjeux sociaux au Québec, l'affirmation, la fierté du fait français et tout ça, et certaines dynamiques chez les hauts dirigeants du club de hockey canadien
qui, même s'il travaillait dans une organisation qui avait été créée pour défendre la place des francophones et donner la place aux joueurs francophones, était unilingue anglophone et qui, eux, se sentaient plus ou moins interpellés par ce débat-là. Je pense que lorsqu'il y a eu le premier référendum, là, on est plus loin dans l'histoire, c'est 1980. Le débat est très émotif à ce moment-là. Le Canadien est sous contrôle anglophone, d'une famille anglophone fédéraliste affichée. Alors, c'est sûr que le club n'a jamais été un outil ou un allié de la cause souverainiste au Québec. Jamais. Okay. C'est assez clair. Mais je dirais dans la portion des années après le référendum ou durant, pendant et un petit peu après le premier référendum, il y avait tellement de joueurs québécois au sein du club et il y avait des joueurs qui étaient ouvertement souverainistes à l'intérieur de l'équipe. Ça a fait en sorte que le Canadien est devenu un peu à l'image du peuple québécois. Il était un peu divisé sur cette question-là. Alors, moi, je pense que c'est peut-être la plus belle démonstration qu'on a eue politique du club, c'est-à-dire être à l'image de sa société. Il y avait des joueurs qui étaient des Canadiens anglophones, donc des Ontariens, des joueurs de l'Ouest, qui arrivaient ici au Québec, mais qui étaient vite entourés par plusieurs joueurs québécois. Alors, ces gars-là apprenaient le français, devenaient très sympathiques à la cause du Québec, je pense à Ken Dryden, par exemple, à Bob Gainey, des gars qui donc ont appris le français, qui sont devenus presque des nôtres. Alors ça a donné une dynamique assez intéressante, mais dans son histoire et encore aujourd'hui, avec la famille Molson qui est revenue dans l'entourage du Canadien, dans le giron du Canadien, l'équipe n'a jamais porté la cause du pays du Québec sur ses épaules. C'était premièrement pas son rôle, mais deuxièmement les acteurs faisaient en sorte qu'ils se sont pas aventurés sur ce chemin-là. Et sur des sujets peut-être un petit peu plus récent, je pense notamment au mouvement Black Lives Matter qui a quand même, on va dire, traversé le monde et le sport. Hein. Il y a encore eu des polémiques, encore à l'Euro de football cet été sur des équipes qui souhaitaient mettre le genou à terre versus d'autres. Enfin voilà, c'est quelque chose sur lequel le CH a été impliqué. Mon œil extérieur sur ce que j'en ai vu jusqu'ici, j'ai pas du tout l'impression que ce soit c'était voilà, même pas un sujet. Mais... Ça a été un sujet très délicat partout dans le hockey professionnel. Puis je pense que c'est un peu à l'image de ce sport-là. C'est un sport très conservateur. Les prises de position politiques, sociales sont très, très, très délicatement gérées. Et il y a eu à travers la Ligue nationale un vent une prise de parole de plusieurs joueurs noirs qui ont demandé des changements, qui se sont affirmés publiquement, mais les équipes ont été très, très, très discrètes sur ce sujet-là et le Canadien a à peu près pas parlé dans ce dossier-là. C'est un peu dommage parce que le Canadien a longtemps été dans son histoire une des équipes qui a pris la parole publiquement pour vouloir faire changer certaines choses. La Ligue nationale, à certains moments de son histoire, est devenue très, très, très sensible à l'égard du français au Québec. Donc, avait des communications en français, avait des bureaux à Montréal significatifs. Ils en ont encore, mais maintenant, c'est presque symbolique plus qu'autre chose. Mais avait cette sensibilité-là. C'était lié au fait qu'il y avait des présidents de la Ligue nationale, je pense par exemple à Frank Calder dans l'histoire, qui habitaient Montréal. Alors, tu sais, c'est sûr que quand tu as un citoyen à sa tête, c'est pas Gary Bettman qui est un Américain à la tête de la Ligue nationale qui va être hyper sensible à la cause du français au Québec, aux enjeux québécois. Mais je dirais dans un sens large, le hockey a été très discret ou en tout cas très, très absent. En fait, du débat sur cette cause-là. Il y a un autre sujet sur lequel ça me semble absent et ça m'a surpris parce que j'ai appris récemment que l'un des joueurs majeurs et iconiques de l'équipe actuelle, Carey Price, donc qui est le gardien et enfin qui est sur les matchs que j'ai vus a été juste absolument monstrueux, tellement il est bon. Il est d'origine autochtone. Ouais.
Or. Et là, avec tout ce qui se passe au Canada en ce moment, c'est sûr que là, ça bouillonne beaucoup. Et là-dessus, je dois dire que le Canadien a fait plus d'efforts. Il y a eu certaines initiatives dans les dernières semaines, dans les derniers mois, avec tout ce qui se passe avec les pensionnats autochtones ici au Canada. C'est certain que c'est un dossier qui s'impose dans l'actualité et on n'a pas fini d'en entendre parler. Aujourd'hui, la gouverneure générale du Canada a été nommée, donc c'est une femme issue de la nation Innu. Alors, je pense que ça fait évoluer les mœurs, c'est certain. Et Carey, même si c'est un joueur très qui s'exprime sur la glace, il est un homme de peu de mots publiquement. Alors, c'est sûr que ses prises de position sont plutôt rares, mais il le fait sur cette cause-là. Et je pense que ça, faut reconnaître sa contribution à ce chapitre. Il le fait sur la cause, il le fait sur son casque aussi. Tu disais peu de mots, mais par contre sur son casque, j'ai cru voir tout à fait. Pas des tatouages, mais on va dire des marquages en honneur à sa communauté autochtone. Voilà, c'est une manière de revendiquer, parce que les casques des gardiens de but au hockey, là aussi, c'est quelque chose. Enfin, ça. C'est une façon, oui. Il y a plusieurs gardiens qui profitent de ça pour s'exprimer, pour montrer des facettes de leur personnalité, d'afficher certaines positions sur différents débats. C'est règle générale toujours de bon goût. Il y a des choses symboliques là-dedans, des parcours de vie aussi. Alors, ça c'est peut-être une des démonstrations artistiques qui est vraiment intéressante à analyser. Il y a eu des livres qui ont été écrits au Canada là-dessus, sur la signification des masques des gardiens, sur ce qui en est devenu et tout ça. Puis c'est franchement intéressant. Ouais, ça me rappelle un petit peu la Formule 1, où pareil en Formule 1, les pilotes font quasiment à chaque course un nouveau casque. Vaut mieux parce qu'il a plutôt intérêt à être solide, et à chaque fois il y a des marquages. Et je crois d'ailleurs c'est Lance Stroll qui je crois a mis un petit CH, un petit logo CH sur le casque de la dernière course, il me semble. Ouais, c'est ça. Je veux pas l'accuser de récupération, mais il y a beaucoup de gens qui s'identifient aux Canadiens tout à coup. Maintenant que l'équipe est de retour dans les meilleurs. J'ai vu une photo avec Romain Grosjean. Alors voilà, ça m'a surpris, mais je ne sais pas pourquoi. Mais bon, écoute, et on a besoin de partisans et de supporters, donc donc absolument tant mieux. Ceci dit, des partisans et des supporters, on en a besoin, mais ça n'en manque pas. L'autre aspect que j'aimerais bien évoquer avec toi, c'est vraiment l'importance, sociale du CH, mais du hockey. Moi, parmi les choses qui m'ont surpris en arrivant, c'est vraiment la dimension hyper populaire. Et je m'explique. Toujours venant de France, pour moi, le hockey sur glace, c'est un sport antinomique avec le côté populaire. C'est-à-dire que c'est un sport qui nécessite une infrastructure importante. Il faut de la glace, il faut une patinoire, il faut un équipement qui coûte cher, et tout ça fait que il y a plein de parties, il y a plein de régions de France par exemple où c'est juste totalement impossible de pratiquer du hockey sur glace. Moi, la seule fois de ma vie où j'ai fait du hockey, c'était du hockey dans la cour d'école, qui est dit sur gazon mais sur bitume. Il faut faire attention à pas tomber. Et pour moi, donc ça peut pas être un sport populaire. Et ici, c'est évidemment un sport populaire. Et effectivement, quand j'accompagne ma petite dernière au parc qui est juste au bout de la rue, là, dès que la neige est arrivée, je m'aperçois qu'il y a un petit truc qui a été aménagé. En fait, c'est une petite patinoire. Voilà, il y en a plein partout, patinoire libre, alors assez rudimentaire, certes. C'est pas franchement un billard, mais et on voit des mômes de tout âge, avec des grands d'ailleurs, qui viennent et qui pratiquent le hockey toute la journée. Et là, on comprend à quel point c'est populaire. C'est comme un terrain de foot, on dirait en France, où tout devient un terrain de foot. Ici, dès qu'il y a de la glace, et de la glace, il y en a très vite un peu partout, tout devient terrain de hockey, quoi. C'est hyper... Oui, non, tout à fait. Et ça change, ça a un peu évolué au fil de l'histoire du Québec, ça, par exemple, parce que vous avez raison, mentionné Jean-Michel là-dessus. Je dirais dans les années 40, 50, 60, 70, le hockey était le sport populaire. Le sport, oui, bon, il y a l'équipement et tout ça, mais les joueurs, même les joueurs qui n'étaient pas issus de la bourgeoisie ou des classes très populaires, même défavorisées, réussissaient à percer, à connaître des carrières, à se sortir. Sauf qu'au fil des années, le sport est devenu très élite. Et c'est presque maintenant réservé aux
aux familles riches. Je veux pas être rabat-joie aujourd'hui, mais c'est un peu ça, dans le sens que les inscriptions coûtent hyper cher. Plus tu montes dans l'espèce d'organigramme du hockey organisé, du hockey mineur au Québec, ça finit par te coûter 10-15 000 $ par saison pour pouvoir jouer, là, pour juste pouvoir jouer. Non, c'est ça, exactement. Alors, c'est très cher. Et c'est plus cher qu'une école. Non, c'est ça, exactement. Non, c'est les familles. Il y a plusieurs familles, tu sais, pour donner une réelle chance à ton jeune d'avoir accès aux meilleures écoles, par exemple, de patinage, d'entraînement, les bonnes écoles, les bonnes équipes aussi selon les régions. Ça peut te coûter 75, 100 000 $ dans un parcours de hockey mineur. Alors, tu sais, pour rentabiliser ça, c'est énormément d'argent pour faire jouer ton jeune à un sport qui est réservé ici à peu près au Québec là, à environ 1% des joueurs qui vont jouer au hockey vont un jour pouvoir jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça, 1%, c'est quand même beaucoup. Là. Je parle peut-être des joueurs qui réussissent à jouer un match. C'est pour ceux qui ont des carrières établies. On parle peut-être de 0,2, 0,3, 0,4% des jeunes joueurs du Québec. Alors, tu sais, ça demeure un sport. Ah, c'est dingue. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et ça coûte très cher pour les Elle est la différence. Ça a changé, ça. Dans tous les sports que je connais, et je vais comparer avec le football en Europe, le côté peu d'appelés, enfin beaucoup d'appelés et peu d'élus, bon, exactement pareil. J'ai plein d'amis qui ont voulu, certains sont allés assez haut dans le sport, mais c'est clair que ça écrème. Mais ceci dit, pour y arriver, mis à part à acheter des paires de chaussures de temps à autre, et encore, moi par exemple dans le club où j'ai commencé, on me les prêtait tous les ans. Voilà, le club les prêtait pour que tout le monde puisse en faire. Mais après, les clubs de formation, les choses comme ça et tout, enfin tout est gratuit. Je veux dire, c'est le club qui va financer l'éducation du jeune. Voilà, donc ça pose d'autres problèmes, notamment des problèmes sur la place de l'éducation dans ce parcours-là, qui peut parfois être mise un peu trop de côté. Et comme on l'a dit, il y a peu d'élus, ceux qui ont la malchance d'avoir fait partie de ceux qui n'iront pas au bout et qui auront un peu sacrifié leur éducation, la suite peut être très compliquée. Mais par contre, il n'y a pas cette dimension financière, franchement, que je connaissais dans d'autres sports comme la Formule 1, on en parlait tout à l'heure. On sait que c'est des sports qui coûtent très cher, mais pour du hockey, 75 000 $ pour donner pour un parcours, là, tu sais, pas pour une saison, mais pour un parcours de plusieurs années, quand même, c'est que ça représente beaucoup d'argent. C'est la même chose aux États-Unis. Les jeunes joueurs américains qui jouent au hockey, ce sont les joueurs qui sont favorisés, issus des grandes familles, des familles riches, là. En tout cas, la classe moyenne aisée, disons ça comme ça, et les plus riches, parce que ce sport-là est devenu malheureusement élitiste. Je le dis à regret parce que nous, au Québec, ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de nos gènes, et on a toujours considéré le sport comme très populaire, même si, comme vous mentionnez, il y a des patinoires extérieures, on s'amuse sur des lacs, on y va comme à la bonne franquette, comme on dit. Sauf que ça fait en sorte que si tu veux percer, si tu veux connaître une carrière, t'as pas le choix d'entrer dans le système qui demande énormément de ressources. C'est super intéressant et du coup, je comprends beaucoup mieux certaines choses. J'ai entendu justement après tu entends parler au début de l'émission, il y a eu une petite polémique à un moment donné, je crois cette saison, puisque sur la feuille de match du CH, je sais plus quel match c'était, mais je crois que pour la première fois de l'histoire, il n'y avait pas de joueur québécois sur la feuille de match. Ça avait fait une petite polémique. Du coup, on a interviewé François Legault, le Premier ministre, différentes personnalités sur l'opposition. C'est inacceptable, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et parmi les prises de position, j'ai entendu à plusieurs reprises l'idée d'une réforme de la formation, de l'accès à l'élite entre guillemets. Et du coup, je comprenais pas vraiment pourquoi, parce que une fois de plus, je vois des terrains de hockey absolument partout, c'est partout à la télé. Je me dis, a priori, on en retombe dedans. Maintenant, je comprends quel est le frein. Effectivement, une famille. Ouais. Et ici, on se divise là. À chaque réforme de l'éducation, il y a des propositions de réforme du développement des joueurs de hockey.
parce que on vit une certaine, je dirais pas insécurité par rapport à ça, mais on a vu le hockey changer beaucoup, le visage du hockey changer avec l'émergence des joueurs européens, le nombre d'Américains. Alors, ça a fait en sorte que le nombre de joueurs canadiens a beaucoup baissé. Ça a peut-être passé de 60% il y a, je dirais, 50 ans à une proportion qui est peut-être de plus de 40%, tu sais, mais même je dis 50%, c'était peut-être 70%, 70-30, 70-20-10. Là, maintenant, on est peut-être plus descendu autour de 50%, 40%. Alors, ça fait en sorte que au Canada, on se pose des questions et la démographie du Canada a beaucoup changé. Alors, l'émergence des provinces de l'Ouest a modifié le portrait. Et ici au Québec, on a eu, je dirais, dans les 10-15 dernières années, qui ont peut-être coïncidé d'ailleurs avec les problèmes du Canadien, à une baisse, premièrement, des inscriptions, une baisse du nombre de joueurs québécois issus qui parvenaient à jouer au hockey professionnel dans la Ligue nationale. Et forcément, ça a eu un impact sur le Canadien. Mais aussi dans ces années-là, on a reproché à l'équipe de ne pas assez piger dans les meilleurs joueurs du bassin québécois en termes de joueurs, de ne pas faire sa part, tu sais, comme on revenait un petit peu au débat mentionné un peu plus tôt. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'on est toujours un petit peu sur un pied d'alerte. On se pose des questions. Est-ce qu'on fait les choses de la bonne façon? Est-ce qu'on devrait changer notre façon de développer les jeunes? Alors ça, c'est dans l'air. C'est dans l'air depuis 30, depuis 40 ans. Je relisais récemment des articles de journaux d'il y a 30 ans, 25-30 ans. Et à ce moment-là, on disait le hockey québécois est en crise. Alors là, maintenant, 30 ans plus tard, il semble que le hockey québécois est toujours en crise, mais je pense que c'est peut-être notre passion, notre désir de vouloir être présent qui fait en sorte qu'à certains moments donnés, on se bute le nez contre une situation. Ouais, alors c'est peut-être aussi, dans l'une des émissions que j'ai fait depuis le début de lancement de ce podcast, Fais-tu frette, j'ai fait une émission avec Jean-Marc Léger qui a écrit le Code Québec sur les traits caractéristiques de l'identité québécoise, et l'un des traits qui ressort fortement, c'est la recherche permanente du consensus. Pas de chicane dans la cabane. Et justement, quand je lui posais la question sur comment est-ce qu'on fait politiquement pour piloter un pays dans lequel il faut chercher un consensus permanent, ce qui est juste impossible, il me disait que quand il y avait des grandes réformes, il fallait souvent attendre au moins qu'une génération se passe pour que on puisse on va dire que le côté un petit peu épidermique soit gommé, qu'on puisse enfin passer à l'acte. Tu me dis que ça fait 25-30 ans qu'on en parle. Bon, c'est bon, c'est pour l'année prochaine. Alors, on est à peu près dans le créneau. On est en train de récolter les fruits. La preuve, le Canadien est en finale de la Coupe Stanley. Et là, on est parti pour une grande décennie. Un peu. Bon, moi, je donne une mission aux Canadiens, c'est que vous êtes sympa, mais tout le temps où je reste au Québec, je sais pas combien de temps je resterai au Québec, mais vous vous débrouillez pour gagner tous les ans, ou au moins être en finale, parce que franchement, ça crée une ambiance absolument géniale. Et je n'ose imaginer ce que ce serait si on n'était pas en mode Covid avec des restrictions sur le nombre de partisans qui peuvent être ça et là, à commencer par le Centre Bell. Le Centre Bell, c'est le stade où joue le Canadien, et je crois que c'est le plus grand stade de toute la ligue. 22 000 personnes, il me semble. Et pour l'instant, on est limité à 3500 personnes. C'est sûr. C'est sûr. Mais déjà, c'est sympa, hein. Donc, à 22 000, ça doit quand même faire un sacré bruit, quoi. Ah, c'est ça. Puis il y a une ambiance, il y a le poids de l'histoire aussi quand on voit les 24 bannières de la Coupe Stanley dans les hauteurs du Centre Bell. Veut pas, il y a une culture gagnante. Lorsque nous, on s'est amusé à appeler ça les fantômes du Forum. Alors, le Forum, c'était l'amphithéâtre juste avant le Centre Bell. Alors, le Canadien a déménagé en 1995. En 1996. Et à ce moment-là, c'était le déménagement de l'équipe, du passage du Forum au Centre Bell. Et le Forum, ça a été l'amphithéâtre mythique du Canadien. C'est là que se sont gagnés des dizaines de Coupes Stanley, les plus grandes gloires de l'histoire du Canadien ont joué au Forum. Même Georges Vézina a ouvert le Forum, donc c'était dans les années 20 à ce moment-là. Et cet édifice-là était mythique. Puis à un certain moment donné, le Canadien trouvait tellement des façons de gagner qu'on disait ce sont les fantômes du Forum. Alors, est-ce que là, les fantômes ont déménagé? On les attendait depuis l'ouverture du Centre Bell parce que
c'était, ça a coïncidé, donc 95-96, à la fin là, de la période glorieuse. La dernière Coupe Stanley du Canadien remontait à 93. Alors, 2-3 ans plus tard, après ça, ça a été le désert. Là. Ça a été, il n'y a plus rien de très satisfaisant pour le Canadien pendant presque 25 ans sur 28, sauf cette année. Alors là, le Canadien est de retour. Mais on a l'impression que ce stade-là est peut-être en train de retrouver des fantômes perdus du forum. C'est bien, mais ça c'est le problème avec les fantômes. Hein. Ils sont sympas, ils sont efficaces, mais ils sont un peu lents. Donc voilà, donc un déménagement de fantômes, ça met 25 ans. Voilà, c'est ça. Mais on va là maintenant qu'ils sont là, faut plus qu'ils ressortent. Alors on va fermer les portes. Tu prends les clés, hein. Tu fermes à double tour, vous bougez plus les mecs. Justement, ces fantômes, et pour en venir et pour terminer l'émission sur la dimension purement sportive du CH, t'as cité Georges Vezina. Moi je vois des noms fleurir, et je dis fleurir parce que le nom principal que je vois c'est celui de Guy Lafleur, que je vois dans des publicités, que je vois sur des chandails. Alors en veux-tu en voilà. Est-ce que tu peux me donner un petit peu les grandes étapes, les grands moments et les grandes figures, juste en quelques mots, mais qui ont marqué l'histoire de ce club qui, si je ne m'abuse, est quand même le plus gros palmarès de toute l'histoire du hockey. Oui, assurément. Georges Vezina, c'est sûr que c'était le pionnier pour les joueurs francophones du Canada. C'est sûr que ça a été le pionnier. Il a gagné les 2 premières Coupes Stanley avec l'équipe. Il a joué donc 18 ans sans match raté. Donc, il a joué tous les matchs du Canadien. 18 ans. Oui, c'est ça. Mais je t'interromps 2 secondes, mais alors ça c'est complètement dingue parce que si vous n'avez pas encore vu de match du hockey, en tout cas du hockey pratiqué à la LNH, la dimension physique de ce sport est proprement ahurissante. Alors Vezina était gardien, si j'ai bien compris, donc c'est peut-être un peu différent, mais dans la dimension physique, il y en a 2. Il y a le côté performance, c'est-à-dire qu'il faut les voir quand même patiner. Alors dans tous les sens, hein, devant, en arrière, oui, ils ont la marche arrière aussi, c'est absolument dingue. À droite, à gauche, mais ça va très vite. Alors c'est vrai qu'on change les joueurs très rapidement, mais pour être allé sur la glace où je patine certes très mal, mais je fais un tour de patinoire et j'en peux plus, quoi. Il faut que je me rachète des poumons. Ça va très très vite. Il y a beaucoup de performances. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent les mises en échec. C'est le moment où on va fracasser le joueur adverse. Officiellement un coup d'épaule contre la paroi pour essayer de lui choper la rondelle ou le palais, selon comment vous parlez, où on sent qu'il faut quand même quelques minutes pour s'en mettre parce qu'il y a des mises en échec, notamment hier soir d'ailleurs. Dans le match d'hier soir, il y en a eu 2-3 qui étaient assez sévères. Donc arriver à faire 18 ans dans un sport comme ça sans rater un seul match, c'est prodigieux. Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, la réalité était autre, mais quand même, il a eu cette longévité-là. Alors, je pense que c'est tout à son honneur. Et dans les débuts du Canadien, le premier francophone, c'était lui. Les autres, c'était des vedettes ontariennes. Alors, on parle de Newsy Lalonde, de Aurel Joliat, de Howie Murrens. Ce sont de grands noms de l'histoire du club canadien, mais c'était des joueurs issus de l'Ontario. Après, c'est Émile Butch-Bouchard, qui est un gros défenseur, qui est un colosse, un cœur vaillant. Maurice Richard, évidemment, c'est peut-être le plus grand des grands de l'histoire du Canadien. Un joueur avec un grand cœur, un guerrier, un gars qui va à la guerre. Le plus grand des plus grands pour toi? Oui. C'est marrant parce que c'est pas forcément celui dont j'ai le plus entendu parler depuis que je suis arrivé. Ben parce que il est mort quand même depuis 2000, puis ça fait 21 ans. Mais pour ce qu'il a représenté pour le peuple québécois, les Québécois se sont beaucoup identifiés à lui. L'éveil, ce qu'on a appelé ici la Révolution tranquille. Il y a certaines personnes qui disent même que les racines de cette Révolution tranquille-là remontent à l'émeute dans les rues de Montréal lorsqu'il se fait suspendre par la Ligue nationale de hockey. Alors, il y a des gens qui ont lié ces deux moments marquants de l'histoire du Québec. Ensuite de ça, lorsque Maurice Richard se retire, ben là, c'est l'avenue de Jean Béliveau. Alors, Jean Béliveau, un autre grand. Ils ont en quelque sorte
se sont passés le flambeau et lorsque Jean Béliveau prend sa retraite en 1971, c'est l'avenue de Guy Lafleur. Alors, Guy Lafleur qui avait comme idole Jean Béliveau lorsqu'il jouait chez les Remparts de Québec. Il s'amène avec le Canadien, il va avoir une superbe carrière. Ensuite de ça, il y a eu quelques autres grands noms, Patrick Roy notamment, etc., etc. Puis ça nous amène à l'époque actuelle. Il y a eu de grands noms du hockey au Québec avec le Canadien, puis c'est sûr que ça a laissé ça a marqué, ça a écrit beaucoup de pages du livre de l'histoire de la Ligue nationale. Je veux juste demander une anecdote pour terminer. On arrive à la fin de l'émission. Tu as cité Patrick Roy. Donc effectivement, je vois beaucoup de chandails portant son nom, et il semblerait qu'il y ait une histoire particulière sur sa fin de carrière. En fait, il y a Uber Eats qui a lancé une campagne de publicité ici. Bon, la campagne est sympa, mais on va dire, je pense qu'il me manque 2-3 éléments de contexte, parce que ici, ça a été un événement. Cette campagne, j'en ai entendu parler dans des spots d'information. Visiblement, les retrouvailles avec un entraîneur avec lequel ça s'était mal terminé pour 2 icônes. Est-ce que tu peux juste m'expliquer pourquoi je dois regarder cette pub avec un œil neuf? Oui, ce qui est arrivé, c'est que, 2 octobre 1995, 2 décembre 1995, à ce moment-là, les Red Wings de Détroit sont de passage à Montréal et ça se passe mal pour le Canadien dans ce match-là. Patrick Roy est devant le filet du Canadien. Après 20 minutes, c'est 5-1 en faveur de Détroit. Et là, les gens se disent, on va voir, le Canadien est capable de remonter ça et tout ça. Et là, à un moment donné, ça devient 7-1. Wow. Et là, en début de deuxième période, là, tous les regards sont dirigés vers l'entraîneur-chef de l'équipe, Mario Tremblay, en se disant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer son gardien de but, il va le remplacer par un autre gardien de but. Il ne le fait pas. Et là, ce sont 2 coqs, je dirais 2 coqs dans la même basse-cour. Patrick Roy, Mario Tremblay, l'entraîneur, le joueur. Mais les deux ont été coéquipiers dans le vestiaire du Canadien. Ils ont joué ensemble comme joueurs. 2 gars de caractère, deux égos assez forts à ce moment-là. Et lorsque Patrick Roy voit que son entraîneur ne le retire pas, là, la foule commence à jouer son rôle dans le match. Il y a eu des huées, le Canadien se fait chahuter dans le match. Et en symbole de dérision, lorsqu'il fait un arrêt tout à fait de routine, la foule applaudit Patrick Roy. Et lui, pour répondre à la foule, lève les 2 mains dans les airs en voulant dire « Merci beaucoup de vos félicitations. » J'apprécie votre marque de votre sensibilité. Et là, c'est sûr qu'à un certain moment donné, Mario Tremblay finit par retirer Patrick Roy du match. Là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et sur le banc de l'équipe, Patrick Roy, en allant s'asseoir sur le banc, passe devant Mario Tremblay et en passant devant Mario Tremblay, se retourne et il va voir Ronald Coré, qui est le président du club à ce moment-là, et il lui dit, à quelques pouces de Mario Tremblay, « J'ai disputé ce soir mon dernier match dans l'uniforme du Canadien. Je réclame une transaction. » Et il retourne s'asseoir. Ah oui. Quelques jours plus tard, Patrick Roy est échangé à l'Avalanche du Colorado. L'équipe qui a été déménagée de Québec, donc les Nordiques de Québec qui avaient déménagé quelques mois plus tôt au Colorado, il s'en va là-bas et il remporte 2 Coupes Stanley avec l'Avalanche du Colorado. L'ennemi juré. Alors, la rivalité sur Québec-Montréal, ça a enflammé le Québec pendant 25-30 ans. Et là, Patrick Roy, en raison d'un conflit avec Mario Tremblay, est échangé au Colorado, s'en va gagner 2 Coupes Stanley avec l'ancienne équipe de Québec. C'était trop beau pour être vrai. Et là, ce conflit-là a occupé la scène sportive montréalaise pendant depuis 95, alors près de 20 ans. Et là, il y a la publicité de Uber Eats. On voit les 2 jouer un contre l'autre au hockey sur table. Et là, Mario Tremblay, dans la publicité, dit à Patrick Roy, « Qu'est-ce que t'attends pour retirer ton gardien? Tu vois bien qu'il est fatigué, il est tanné. » Et Patrick Roy de répondre, « Je pense qu'il est encore bon pour 2 championnats. »
ce qu'il a fait avec l'Avalanche du Colorado. Je comprends tout de suite beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et je crois qu'ils s'étaient pas parlé depuis. Non. Voilà. Donc c'était vraiment un événement. C'était la guerre froide là, entre ces deux-là. C'était deux hommes à ne pas inviter au même party. Lorsqu'ils se retrouvaient dans la même pièce, ne s'adressaient pas la parole, ne se regardaient pas. Et c'est drôle, Jean-Michel, je vais être très bref là-dessus, mais une petite anecdote. Il y a 3 ans, j'avais fait une entrevue avec Patrick Roy sur des intronisations qui avaient lieu ici au Québec, tout ça. Puis, ce soir-là, dans ce gala-là, Mario Tremblay était intronisé, l'entraîneur-chef en question. Et à la blague, j'ai dit à Patrick, je te demanderai pas de faire un message de félicitations à Mario Tremblay, tu sais, je vais t'épargner ça. Et il m'avait dit, non, ça me dérangerait pas de le faire. Mais moi, j'ai toujours, à ce moment-là, j'ai pris ça comme, il dit ça pour comme juste être gentil. Mais finalement, non, il était sincère à ce moment-là. Je pense qu'il y a comme 3 ans déjà, les deux, de chacun de leur côté, ils ont vieilli, ils ont maturé. Puis, je pense qu'ils en étaient rendus là, à dire on enterre la hache de guerre, on passe à autre chose dans ce dossier-là. Puis, ça a fait beaucoup réagir cette publicité-là. Oui. C'est certain. Au Québec, pour ce que le hockey représente pour le Canadien, pour Patrick Roy qui a gagné, lui, avec le Canadien, la dernière Coupe Stanley en 1993. À Montréal, au Québec, Patrick Roy, c'est comme l'idole d'une génération là, de jeunes gardiens qui ont décidé d'être des gardiens de but en raison des succès qu'il a connus. Ouais, je comprends beaucoup mieux la publicité et tous ces sous-entendus et le second degré. Je captais pas forcément, mais tu m'as tout décrypté. Effectivement, Patrick Roy, tu le disais en ouverture de l'émission, c'est le nom qui est revenu lorsque les séries sont quand même plutôt mal engagées au début face aux Maple Leafs et on pense qu'on va peut-être dégager tout le monde et peut-être faire venir Patrick Roy. Bon, finalement, il va falloir qu'il attende un petit peu. Oui, parce que c'est ça, la publicité a sorti alors que c'était 3-1 Toronto. Et c'était un timing peut-être un peu calculé. Je ne veux pas l'accuser, mais à ce moment-là, tu sais, on se demandait, quels seront les changements à Montréal? Patrick Roy, est-ce que c'est le grand retour? Et là, bang, la journée de la possible élimination du Canadien, cette publicité-là sort, mais le Canadien gagne le soir même. Et là, se met à remonter contre Toronto, se met à gagner dans les séries, s'en va en finale de la Coupe Stanley. Alors, malheureusement pour Patrick, c'est peut-être les vieux fantômes qui se sont chargés de lui dans ce dossier-là. Mais sais-tu quoi, Jean-Michel? J'espère qu'un jour, on va le voir avec le Canadien de Montréal. Wow. Ça a été l'équipe de sa vie, même s'il a remporté 2 Coupes Stanley avec le Colorado. Le Canadien a eu une place très, très spéciale dans sa vie, dans sa carrière. Puis, on souhaite ça, de voir ça de notre vivant un jour, Patrick Roy avec le Canadien. Ouais, ça me semble évident et c'est vrai que parmi les choses que j'aime beaucoup, le sport nord-américain, pour moi, est assez... est culturellement très différent de ce que je peux connaître en Europe. Mais il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est justement le respect et l'ancrage dans l'histoire des gloires qu'il y a au travers de chaque club. Voilà, moi, qui ai plus suivi la NBA, mais Michael Jordan au Chicago Bulls, même si après il est parti dans d'autres clubs, je crois qu'il a joué à Charlotte, même s'il est devenu président et propriétaire de Washington, et sa statue elle est toujours là-bas, il aura toujours sa place quoi qu'il arrive, et si demain il doit reprendre les clés, ça fera pas un pli, quoi. C'est normal. Donc évidemment que Patrick Roy finira par revenir. Juste une petite précision aussi, parce que tu l'as dit de manière très naturelle pour toi, mais une fois de plus pour nous c'est particulier. C'est vrai qu'ici, comme on est dans une ligue fermée, avec des propriétaires qui achètent les clubs, on peut déménager un club. Voilà. Oui, mais c'est ça, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des expansions aussi. Nous, ici, on revient toujours aux 6 équipes originales. C'était pendant plusieurs saisons, il y a 70 ans, une ligue à 6 équipes. Alors, c'était Montréal qui était comme la plus vieille équipe, évidemment, de toutes les équipes. Toronto, Chicago, Boston, Détroit, ça c'était comme les 6 originales, comme on se met à les appeler. Puis après ça, il y a eu plusieurs expansions, notamment dans les années 70, on est allé en Californie. Dans les années 60, 70, on est allé en Californie. On a exploré des territoires où est-ce qu'on n'était jamais allé. Maintenant, on a une équipe à Vegas, dans le désert. On a des équipes en Caroline du Sud, en Caroline du Nord. On a des équipes en Floride. Alors, tu sais, on a de tout maintenant dans le hockey, ce qu'on n'avait pas dans ces années-là. Mais effectivement,
il y a eu des déménagements, des transferts, des expansions. Alors, le visage de la Ligue nationale a beaucoup changé et je dirais, Jean-Michel, pour le mieux, dans le sens où est-ce que il y a maintenant de toutes les dynamiques. Tu sais, moi, je me rends parfois aux États-Unis, je vais voir des matchs un peu partout. Et on réalise que le hockey s'est enraciné à des endroits où est-ce qu'on n'aurait jamais cru qu'avoir du hockey, notamment à Los Angeles, c'est un peu fou, là, mais le hockey a réussi à s'installer là-bas. Ouais, le hockey est sport de glace, donc sport de froid, sport de gel, dont on a disputé la demi-finale à Vegas, avec une température moyenne qui oscillait entre 45 et 50 degrés. Donc, fort heureusement, c'est pas en extérieur, mais oui, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que cette possibilité, alors qui arrive assez rarement quand même, mais qu'on trouve aussi dans les autres sports nord-américains, de prendre une équipe et parfois même de garder le nom et juste de changer la ville. J'imagine celui qui voudrait changer l'Olympique de Marseille en France et le déménager en région parisienne. Ouh, bonne chance. Bon courage, camarade. C'est absolument pas gagné. En fait, c'est vachement passionnant le hockey. Et je pensais vraiment pas. Voilà. Et tant sur le plan historique que sociétal et évidemment sportif. Ce que je disais au début, c'est que c'est pas une flagornerie, hein. Je m'y suis vraiment pris et je pensais vraiment pas. Je suis accro un peu à tous les sports, mais celui-là, je pensais être assez hermétique. Finalement, j'aime bien. On vous a eu, Jean-Michel. Ouais, c'est ça, oui. J'ai peut-être même utilisé le verbatim bâton rondelle. J'ai encore du mal. Je parle encore de palais et de crosse, voilà. Mais bâton rondelle, je sens que je vais y venir. Ça devrait. Mickaël, c'était un plaisir. J'ai appris plein de trucs, c'est super. Pronostic pour la finale, pour finir. Je pense que Tampa Bay va quand même gagner. Je sais pas si ça va être mercredi ou vendredi, mais une chose qui est certaine, c'est que le Canadien va nous avoir donné de l'espoir cette année. Puis moi, je reviens un petit peu à ça, mais on avait besoin de ça. Ça a fait du bien. Puis je pense que ça met la table pour de belles saisons à venir, de belles années à venir avec le club canadien, parce que il y a de bons jeunes, les Nick Suzuki, les Jesperi Kotkaniemi, Cole Caulfield. Alors, il y a cette nouvelle vague de jeunes qui arrivent et ça me rappelle un peu, je reviens à Georges Vézina, là, peut-être pour boucler la boucle avec ça, mais dans le livre, ce que j'ai aimé créer comme impression à la fin, c'était justement ce passage du flambeau, là, du vieux Georges Vézina, 39 ans, 38 au moment de sa retraite, il décède à 39 ans seulement de la tuberculose, mais il tend le flambeau aux jeunes joueurs. Alors, à Aurel Joliat, à Howie Morenz, et de voir cette passation des pouvoirs, ben on l'a revu par la suite dans l'histoire du club. Puis dans le sport, c'est beau, tu sais, le vétéran qui laisse la place à un plus jeune. En tout cas, moi j'aime ça. C'est peut-être parce que je sais pas, je suis un petit peu plus jeune mais moi j'aime voir cette passation-là des pouvoirs. Autant, tiens, le respect de l'expérience, mais également de la fougue de la jeunesse, mis ensemble des fois, ça donne un résultat intéressant. Puis je pense que c'est un peu derrière les succès du Canadien en ce moment. Le joueur qu'il faut absolument pas vendre. Je pense que Nick Suzuki en ce moment c'est une perle. Là. C'est une perle de hockeyeur. La vision du jeu qu'il a, le niveau de performance qu'il a en ce moment. Dans une finale de la Coupe Stanley, quand même, c'est pas un début de saison régulière. Là. C'est la meilleure équipe, c'est l'équipe championne en titre que le Canadien doit affronter dans cette série-là. Et ça a été le meilleur joueur sur la glace dans les dernières parties pour les Canadiens. Alors c'est sûr, Nick Suzuki, on ne lui touche pas. Bon, ok, quand tu prends les clés du Centre Bell pour bien garder les fantômes à l'intérieur, t'enfermes Nick Suzuki. J'en parle Nick Suzuki. Mickaël, je te remercie énormément. C'était un plaisir. Je rappelle juste que tu es journaliste et auteur du livre sur Georges Vézina, dont on a assez souvent parlé, un peu comme une forme de fil rouge, qui est une carrière absolument dingue. Vous retrouverez toutes les coordonnées sur le site et en commentaire de ce podcast. Je ne te souhaite qu'une chose, c'est de t'être trompé dans ta prédiction. Voilà, je sais que ça te fera plaisir et que ça fera plaisir à tout le monde ici. Et puis j'espère aussi qu'on pourra se croiser prochainement au Centre Bell dès qu'on aura le droit d'y retourner tous et tout nombreux, et que tu pourras me faire vivre aussi cette ambiance-là. Go Habs go. Go Habs go. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Merci. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui.
Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu, ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, Faistufre2te, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.